Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'actualité des marchés. Cette fois-ci, on va parler de Michael Burry qui a recommencé à tweeter et qui, 10 jours après, a décidé de fermer son fonds spéculatif. Ensuite, on va parler de Mintos, la plateforme de crowdlending que j'utilise et qui m'a rapporté ces dernières années 10% de performance annuelle. Ensuite, on va parler des petites approximations de la gestion active. Je vais vous remontrer certains arguments qui vous sont donnés en faveur de la gestion active d'un portefeuille de placement et qui ne sont pas tout à fait corrects. Et enfin, on va terminer en parlant des actualités. On va se demander est-ce qu'il faut suivre les actualités pour pouvoir bien investir en bourse. Allez, c'est parti. Michael Burry, le mec qui avait prédit la crise des subprimes en 2008, vient de parier sur un crash de l'IA. Les chaînes business nous expliquent que Burry a parié 912 millions de dollars et qu'il gagnera de l'argent si les actions de Nvidia et Palantir baissent. Hier, il a tweeté qu'il avait parié 9 millions et pas 912 millions comme les chaînes business l'avaient rapporté. La preuve que personne n'y comprend rien. Coup de tonnerre sur les marchés puisque Michael Burry, l'homme qui avait prévu la crise de 2008, prédit maintenant l'effondrement de l'intelligence artificielle. Alors en réalité, le titre de cet article est relativement mal choisi puisqu'en fait Michael Burry ne prédit pas l'effondrement de l'IA. Il prédit l'effondrement de la valeur de certaines sociétés liées à la thématique de l'intelligence artificielle, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Raison pour laquelle il mise fortement à la baisse sur Nvidia et Palantir. Et étonnamment, 2 semaines après avoir réalisé ce tweet sur l'intelligence artificielle, eh bien Michael Burry envoie une lettre aux investisseurs de son fonds pour indiquer qu'il va clôturer le fonds. Et un passage de cette lettre est très intéressant. Il y indique que My estimation of value in securities is not now and has not been for some time in sync with the markets. Ça veut dire que son estimation de la valeur des actions n'est pas aujourd'hui et n'a pas été depuis un bon moment en synchronisation avec les marchés. Autrement dit, ça fait un moment qu'il ne comprend plus les niveaux de prix atteints par certains types d'actions sur les marchés. Et donc, il a du mal tout simplement à prendre des paris au bon moment puisqu'il ne comprend pas bien le marché. Et donc, il décide de fermer son fonds. Et c'est intéressant qu'en réalité, Michael Burry il est sur une dynamique plutôt négative. Ça faisait des années qu'on n'avait plus entendu parler de lui. Et dès qu'il retweet, eh bien, tous les médias reparlent des opinions de Michael Burry, alors qu'en réalité, son fonds est sur le déclin. Et bien certains médias financiers de qualité, comme Bloomberg par exemple, nous indiquent que son fonds gérait environ 155 millions de dollars d'actifs réglementés cette année. Un montant peu impressionnant au regard des normes actuelles. C'est également moins de la moitié des 387 millions de dollars d'actifs sous gestion déclarés il y a 5 ans et un quart des actifs que Burry aurait gérés dans les années 2000. Il est clair que Burry n'est pas un Warren Buffett. Donc en réalité, le fonds de Michael Burry il est sur le déclin et c'est pas étonnant parce que lorsqu'on voit les tweets réalisés par Michael Burry ces dernières années, eh bien ils sont systématiquement mal positionnés. On voit ici 5 tweets entre 2019 et 2023 où il nous disait « Sell, vendez, could be worse than 2008, ça pourrait être pire que la crise des subprimes de 2008, the greatest speculative bubble of all times, la plus grande bulle spéculative de tous les temps », etc., etc. Donc toujours des tweets assez dramatiques. Et vous voyez à droite la performance du S&P 500 après ces tweets jusqu'à mi-août 2025. Et on voit que systématiquement la performance du S&P 500 est excellente après ces tweets et que donc en aucun cas les tweets de Michael Burry ne sont de bons outils d'investissement ou de market timing. Et d'ailleurs je rappelle, j'en avais parlé dans la vidéo d'il y a 2 ans qui était dédiée à Michael Burry, qu'en réalité Michael Burry n'est absolument pas un investisseur. Donc si vous êtes un investisseur, c'est absolument pas un bon modèle à suivre parce qu'il prend des positions très directionnelles, très puissantes et de très court terme, souvent des positions qui durent même pas 3 mois. Donc en réalité, on est dans de la spéculation pure et c'est la raison pour laquelle il est battu simplement par des investissements passifs et de long terme comme la performance du S&P 500 par exemple. J'aimerais maintenant vous parler de Mintos, la plateforme de crowdlending sur laquelle j'investis personnellement et qui m'a rapporté 10% de performance annuelle ces dernières années. Impossible que vous ne connaissiez pas Mintos puisque c'est la plateforme de crowdlending leader en Europe qui vous permet de générer
des revenus élevés, passifs et réguliers de manière diversifiée. Et tout ça, si vous le désirez, en full automatique. Concrètement, Mintos vous permet d'investir dans des prêts octroyés à des particuliers ou à des PME localisés dans des dizaines de pays européens et extra-européens. Et le vrai game changer, c'est le portefeuille Core Loans, un portefeuille totalement automatique. C'est la fonction que j'utilise dans laquelle Mintos construit pour vous un portefeuille de prêts personnalisé en fonction de votre tolérance au risque et diversifié à travers différents pays, sociétés prêteuses et types de prêts. Ensuite, tout est automatique. Les intérêts qui vous sont versés sur les prêts et les remboursements en capital de ces prêts sont automatiquement réinvestis par Mintos dans de nouveaux prêts. C'est le combo parfait entre simplicité et intérêt composé. De plus, le portefeuille automatique offre une liquidité immédiate, ce qui est parfait si vous avez un besoin soudain d'argent. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs qui investissent plus de 800 millions d'euros via la plateforme. Le tout sous la supervision des instances européennes de contrôle dans le respect des normes MiFID. Rendons-nous maintenant sur l'application Mintos pour voir comment celle-ci fonctionne. Lorsque je me connecte à l'application, j'ai un aperçu de mon compte. J'avais investi 500 € il y a 3 ans, j'ai aujourd'hui 653 € et on voit la performance historique de mes investissements. Mon portefeuille est composé exclusivement de prêts, c'est-à-dire de crowdlending, dont on va voir les détails maintenant. Mon portefeuille me génère actuellement un taux d'intérêt moyen de 9,69%. La durée restante moyenne sur les prêts que j'ai achetés est de 32 mois, c'est-à-dire près de 3 ans, ce qui signifie qu'on est sur un investissement de moyen terme. Je suis diversifié sur 28 sociétés de prêts auprès desquelles j'ai acheté les prêts qui ont été réalisés. J'investis dans 18 pays différents et 100% des prêts que j'ai achetés bénéficient d'une obligation de rachat par la société de prêt au cas où l'emprunteur ne rembourserait pas son crédit, et donc j'ai 2 sources de remboursement pour les prêts que j'ai achetés. On peut voir ici le détail des 18 pays dans lesquels j'ai acheté des prêts, donc j'ai une diversification internationale sur mon portefeuille de placement. Et on voit également le détail des niveaux de taux d'intérêt qui sont payés sur mes prêts. Certains prêts me rapportent entre 6 et 7%, d'autres entre 9 et 10%, et d'autres encore entre 14 et 15%, ce qui m'amène à un taux d'intérêt moyen pondéré sur mon portefeuille de 9,69%. La plateforme est très simple à utiliser et comme je vous le disais, vous pouvez utiliser l'option Core Loans qui va permettre à Mintos de constituer pour vous un portefeuille de placement extrêmement diversifié, comme c'est mon cas puisque mon portefeuille est composé de plus de 1400 prêts différents. Si vous voulez faire comme moi et investir dans des prêts diversifiés et rentables, comme on vient de le voir, mais aussi dans des obligations à haut rendement, des ETF ou de l'immobilier, je mets en description de cette vidéo un lien qui vous permettra de gagner un bonus et commencer à investir sur Mintos. C'est donc le moment parfait pour démarrer un portefeuille test et voir si la plateforme vous convient. Bien sûr, comme tout investissement, il existe ici aussi un risque de perte en capital et les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Investissez uniquement des montants sur lesquels vous êtes prêt à assumer un risque de perte. Et non, la gestion active ne surperforme toujours pas la gestion passive. Vous le savez, les études, et notamment la fameuse étude Spiva, démontrent depuis des années maintenant que la très grande majorité des gestionnaires actifs qui investissent en actions sous-performent la performance du marché action. On sait que c'est de l'ordre de 9 gestionnaires actifs sur 10 qui sous-performent selon Spiva. Mais les fans de gestion active ou les acteurs de la gestion active vont essayer de vous trouver des arguments pour vous dire que néanmoins dans certaines parties du marché, eh bien, ce n'est pas vrai. Typiquement, on va vous dire que si vous investissez en actions small caps, en actions de pays émergents ou sur le marché obligataire, eh bien, la probabilité de surperformer est bien meilleure si vous faites de la gestion active parce que ce sont des marchés qui sont moins efficients en termes d'information. On le voit ici dans 2 publications LinkedIn où on vous parle d'une sous-performance chronique. Les ETF de dette émergente ont systématiquement sous-performé leurs indices de référence et les gestionnaires actifs. Conclusion, dans la dette des marchés émergents, la gestion active reste la meilleure approche pour créer de la valeur et gérer efficacement les risques. Les ETF, bien qu'attractifs en théorie, peinent à relever les défis de cette classe d'actifs.
Autre publication, la gestion active de portefeuille a un rôle essentiel pour investir sur les marchés émergents. Plus le marché est imparfait, plus la gestion active fonctionne. Or, j'aimerais maintenant vous démontrer que ce n'est absolument pas vrai, les études ne démontrent pas du tout cela. Premier élément, ce document de Standard & Poor's qui nous montre ici à droite le pourcentage de gestionnaires actifs qui investissent en small cap américain, qui sous-performent leur indice de référence à 10 et 20 ans. Et on voit qu'on est à plus de 9 gestionnaires sur 10 qui sous-performent à 10 et 20 ans en investissant en small cap américain. Et on voit que c'est une statistique qui est absolument comparable aux gestionnaires qui investissent dans les grandes capitalisations du S&P 500. Donc il n'y a aucune différence de probabilité de surperformance entre un gestionnaire qui investit dans des petites actions ou dans des grandes. Sur les marchés émergents, même chose, on voit ici sur les histogrammes vert et bleu marine qu'au Brésil, eh bien, c'est plus de 80% des gestionnaires actifs qui sous-performent à 5 et 10 ans. Au Chili, c'est exactement la même chose. Plus de 9 gestionnaires actifs sur 10 en actions chiliennes sous-performent à 10 ans. Au niveau du Mexique, on est à plus de 7 gestionnaires sur 10. Et sur la dette émergente dont on nous parlait juste avant, eh bien, on voit que sur la dette d'entreprise brésilienne, eh bien, à 10 ans, ce sont 7 gestionnaires actifs sur 10 qui sous-performent. Et au niveau des obligations d'État brésiliennes, ce sont 9 gestionnaires d'actifs sur 10 qui sous-performent. Donc, absolument pas de démonstration que la gestion active sur ces marchés-là apporte une valeur ajoutée. Idem sur les marchés obligataires des marchés développés où on voit que sur des périodes de 10, 15 ou 20 ans, eh bien en réalité, quels que soient les marchés qu'on analyse, on a très clairement plus de 50% des gestionnaires actifs qui sous-performent. Donc cet argument selon lequel les gestionnaires actifs vont surperformer sur des marchés qui sont moins efficients en termes d'information, eh bien n'est pas démontré par les études. J'aimerais maintenant vous montrer pourquoi je pense que suivre les actualités est un leurre si vous souhaitez bien investir en bourse. D'abord, je pense que le marché intègre les informations bien plus vite que n'importe quel investisseur. Lorsque vous avez une actualité, celle-ci est immédiatement utilisée par des ordinateurs, des robots d'investissement ou des investisseurs qui passent leur vie sur les écrans à suivre les actualités. Et donc le temps que vous réagissiez, ces informations sont déjà prises en compte dans les prix des actifs sur les marchés. Ensuite, on le voit, l'étude Spiva démontre depuis 20 ans aujourd'hui que le market timing et être réactif par rapport aux actualités ne fonctionne pas. 99% des actualités sont du bruit, pas des signaux. Donc en fait, vous avez plein d'actualités, mais chaque actualité individuellement, c'est plus du bruit qu'autre chose, parce qu'en réalité, elle va se noyer dans un ensemble d'autres informations et ne va pas vous permettre de véritablement être utile pour mieux investir. Ensuite, les mouvements de marché sont imprévisibles, même après une nouvelle. On a par exemple des sociétés qui vont publier des chiffres qui sont excellents, et malgré tout, l'action va perdre en valeur sur le marché ou l'inverse. Et c'est notamment le cas lorsque vous avez un cadre de marché qui est propice ou moins propice à l'évolution de l'action. Par exemple, si vous avez une société qui donne de bons résultats, mais les marchés n'ont pas arrêté de monter depuis 3 semaines, en fait, le mouvement de hausse sur l'action, il a déjà été un petit peu épuisé. Et donc, même les bons résultats ne vont pas forcément générer une hausse supplémentaire et peuvent même entraîner une baisse si le marché estime que par rapport à la hausse récente, les résultats de la société sont insuffisants. Et enfin, suivre les actualités favorise les erreurs psychologiques, excès de confiance en marché haussier, surréaction émotionnelle et tentation d'être actif en permanence. Je vais maintenant vous donner quelques exemples. Il y en a plein, il y en a des centaines, j'en ai sélectionné quelques-uns juste pour illustrer cela. Pour vous illustrer que le suivi d'actualité, il n'est pas tellement utile et il peut aussi vous amener dans de mauvaises directions. Premier exemple, les actions italiennes qui surperforment toutes les bourses du monde depuis l'élection fin 2022 de Giorgia Meloni. On voit ici que l'indice italien en bleu surperforme le S&P 500, mais encore plus les actions des autres pays européens en dehors de l'Italie depuis fin 2022. Or, vous le savez, dans les médias, lorsque un acteur politique d'extrême droite ou très à droite est élu, souvent on va lier ça avec des risques de protectionnisme, de fermeture et donc plutôt négatif pour l'économie. On voit ici que c'est exactement l'inverse qui s'est passé en Italie depuis l'élection de Giorgia Meloni. Autre exemple du même type, c'est évidemment Donald Trump, puisque avant sa réélection d'il y a 1 an, on avait des articles de presse qui nous disaient qu'un retour de Donald Trump
pourrait ébranler l'ordre économique mondial actuel. Avec Donald Trump, le risque d'une multiplication des guerres commerciales. Et ça s'est effectivement réalisé. Sauf qu'un an après, on observe que l'indice S&P 500 a progressé de près de 20% au cours des 12 derniers mois, porté par de solides résultats d'entreprise et l'enthousiasme des investisseurs pour l'intelligence artificielle. On voit également des articles sur les sociétés européennes qui devaient subir les droits de douane américains et en fait, on se rend compte que les entreprises européennes gèrent mieux les droits de douane américains que prévu, que les entreprises parviennent à s'adapter aux nouveaux tarifs en réduisant leurs dépenses et en compensant la hausse des prix de l'énergie. Les résultats des entreprises européennes montrent qu'elles gèrent beaucoup mieux que prévu les droits de douane américains, ce qui est de bon augure pour l'année prochaine où elles devraient enregistrer une croissance des bénéfices à 2 chiffres. Donc on a presque l'impression qu'une actualité qui était négative et menaçante il y a un an devient presque une bonne actualité aujourd'hui, alors pourtant que les marchés européens ont progressé sur l'année écoulée, donc il y a encore plus de potentiel malgré les droits de douane. Idem lorsqu'on regarde factuellement le niveau d'échange de marchandises au niveau mondial, on se rend compte que depuis l'élection de Trump, il n'y a objectivement rien qui se passe en termes de baisse des échanges mondiaux de marchandises, donc pas d'effet ici non plus. Autre exemple avec le government shutdown aux États-Unis qui devrait avoir un impact négatif sur le S&P 500 et en fait on se rend compte que ce n'est pas le cas. Bloomberg a fait des analyses historiques et ils se rendent compte que même lorsque les government shutdowns aux États-Unis sont très longs, en réalité ça n'a pas d'effet sur la performance des actions américaines. Autre exemple avec la France, pourquoi la France s'enfonce dans un chaos politique inédit? C'est sûr que la situation politique en France est très instable. En fait, si on regarde la performance du CAC 40, on voit ici que sur les 11 derniers mois, depuis le début de l'année 2025, le CAC 40 a gagné 8%, le S&P 500 12% et l'Eurostoxx 50 12%. Donc certes, le marché français a un petit peu sous-performé, mais la différence n'est pas énorme. Et en plus de ça, rien ne prouve que c'est à cause de l'instabilité politique. Ça peut être à cause d'autres choses, une survalorisation des actions du secteur du luxe, ce genre de choses-là. Donc en fait, on n'a pas de preuve que ce soit directement lié et on voit que malgré des titres qui sont très inquiétants, en fait, la performance du marché français, elle est très bonne en 2025. Autre exemple avec les sociétés européennes actives dans le secteur de la défense, j'en parlais spécifiquement dans ma newsletter mensuelle que j'avais publiée à la fin du mois d'août. Je faisais un focus sur un nouvel ETF d'Amundi qui a investi spécifiquement dans des sociétés européennes de la défense. Et je concluais que cet ETF d'Amundi, ciblé sur la défense européenne, souffre de tous les défauts classiques des ETF thématiques. Pour de la gestion active, c'est OK. Par contre, c'est moins pertinent dans un portefeuille équilibré, géré passivement et à long terme. En effet, il y a 6 à 9 mois de cela, le thème de la défense européenne était clairement dans l'actualité. Et donc Amundi a lancé un ETF dans le feu de l'action, on va dire, au moment où ce thème était chaud dans l'actualité. Sauf que j'ai montré qu'historiquement, les ETF thématiques ont tendance à sous-performer. Et on se rend compte que depuis début juin, cet ETF thématique défense européenne en orange ne fait pas mieux qu'un ETF classique Europe, Stoxx Europe 600, très bien diversifié sur 600 actions européennes. Donc en fait, de nouveau, une actualité à chaud ne vous a pas servi pour investir mieux sur les marchés. Vous avez été, dans ce cas-ci, sur un placement concentré, thématique, qui ne surperforme pas. Et puis de toute façon, voici la performance historique de quelqu'un qui n'a pas suivi les actualités. Sur les 10 dernières années, vous avez acheté un ETF Europe, vous avez fait du 8% par an. Vous avez acheté un ETF Monde, vous avez fait du 12% par an. Et depuis 1987, c'est la même chose. Si vous aviez coupé la télé, vous étiez coupé des actualités en simplement détenant un actif passivement et à long terme, vous auriez fait du 8,50 par an sur l'Europe et du 8,89 sur le monde. Donc en réalité, les performances sont excellentes si on est passif et on se coupe des actualités. Inutile de suivre les actualités, d'autant qu'il n'y a aucune preuve que les suivre vous apporte une valeur ajoutée. Ça ne fera à mon sens que vous stresser, vous faire payer des frais de courtier, des impôts sur les plus-values que vous réalisez de manière anticipée, pour aucune valeur ajoutée démontrée. Donc moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de vous former ou de vous accompagner à construire un portefeuille qui est adapté à votre profil d'investisseur et qui va vous permettre de traverser les actualités sans vous en soucier, en générant une performance très satisfaisante et en ayant un niveau de risque qui est adapté et qui est maîtrisé. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu
Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.